vous propose que nous commencions le webinaire. Donc, je suis Égale Violet, je suis responsable de projet prévention promotion santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Et donc, c'est le 10e webinaire, si je ne me trompe pas, consacré à la santé environnementale et la périnatalité, donc co-organisé avec l'ARS, dont l'objectif est de sensibiliser, outiller les professionnels de la périnatalité, mais aussi les gestionnaires et la session des gestionnaires d'établissements recevant du public, notamment en petite enfance, mais aussi en maternité. Et la session d'aujourd'hui va tout particulièrement les concerner. Donc, nous avons abordé à plusieurs reprises la qualité de l'air intérieur. Et l'objectif de ce soir, avec Guillaume Séraphin, qui est ingénieur d'études de qualité de l'air à RP de la Loire, que nous avons déjà sollicité à plusieurs reprises, c'est de faire le point sur les instruments de mesure de la qualité de l'air intérieur, puisque c'est à la fois une obligation réglementaire, mais c'est aussi un enjeu et un sujet qui peut être commercial, notamment dans le domaine domestique à la maison. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir un peu sur les enjeux, effectivement, de la surveillance de la qualité de l'air intérieur, de comment on peut le faire, avec quoi, quels sont leurs intérêts et quelles sont leurs limites. Donc, je vais bientôt passer la parole à Guillaume, qui interviendra pendant à peu près 3/4 d'heure, à l'issue duquel eh bien, Guillaume ou moi-même reprendrons vos questions pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le question-réponse au fil de la discussion, enfin au fil de la présentation, pardon, et nous les reprendrons à la fin. Est-ce que de votre côté, c'est OK? Si c'est bon, eh bien, je vais tout de suite passer la parole à Guillaume qui se présentera un peu plus sur son métier et sur la structure RP de la Loire. Bonjour à tous et à toutes, Guillaume Séraphin donc d'RPI de la Loire. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, comme le disait Gaël, tout ce qui va toucher donc, à la qualité de l'air intérieur et notamment à sa mesure. Comment est-ce qu'on mesure la qualité de l'air intérieur? Qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise qualité de l'air? Quels paramètres on va considérer? Et, comment rapporter ces mesures finalement à des valeurs seuil? On verra tout ça aujourd'hui. Alors, je partage tout de suite mon écran. Donc voilà. Tout d'abord, je voulais vous présenter très rapidement nos structures, même si j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà suivi les formations précédentes, les webinaires précédents avec Karine Pierre, qui était du coup à mon poste à RPI de la Loire sur la qualité de l'air intérieur. Mais rapidement, RPI de la Loire, c'est une association du coup agréée par le ministère de l'Environnement, qui a à peu près 40 ans d'existence maintenant, et qui a la mission, comme dans chacune des régions, qui a la mission en Pays de la Loire de surveiller la qualité de l'air, donc notamment la qualité de l'air extérieur, par des mesures de qualité de l'air via son réseau de stations de mesure qui sont disséminées sur le territoire, aussi bien en ville que sur des territoires plus ruraux. C'est une trentaine d'experts, donc que ce soit des ingénieurs d'études, des techniciens, métrologues, des modélisateurs, des communicants, tout un ensemble de métiers. C'est donc, je le disais, une association, donc on a des membres, comme chaque association, qui sont répartis en 4 collèges. Un collège de l'État et des établissements publics, compte par exemple l'ARS ou d'autres établissements publics, l'Adréal ou d'autres. Des collectivités territoriales, donc surtout des EPCI, des collectivités à l'échelle de l'agglomération. Des entreprises industrielles, il faut savoir qu'il y a des entreprises industrielles, surtout des industries polluantes, qui payent une taxe qui s'appelle la TGAP. Et cette taxe, elle est soit versée à l'État, soit à l'ASCA, donc l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air de la région de l'industriel. Et donc, on compte un certain nombre de ces entreprises aussi dans nos membres. On a également un dernier collège qui est le collège des associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées, dont certaines de vos associations font peut-être partie. Voilà.
Donc, notre credo, c'est vraiment l'expertise et surtout la transparence et l'indépendance. C'est quelque chose de très important pour nous. Tous nos rapports sont publiés en ligne et accessibles par tout le monde. Et on se veut vraiment indépendant pour pas présenter des données objectives et pas prendre parti ni pour des industriels ni pour des associations de protection de l'environnement. Voilà. Donc, pour rappeler, je vais être très bref sur l'introduction de la qualité de l'air intérieur, parce que, comme je le disais, vous avez déjà vu tout ça. La qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qui véhicule beaucoup d'idées reçues, beaucoup de stéréotypes. On entend parler beaucoup de plantes dépolluantes, de l'odeur du propre, du neuf. Quand on rentre dans un nouveau lieu, on sent, tiens, il y a une odeur particulière. On se dit, ça sent le citron, ça sent la lavande, ça sent le propre, ça sent le neuf. Voilà, c'est pas donc c'est des idées reçues comme ça qu'on a et qu'on va essayer à travers ces formations d'évacuer. Euh, donc, pourquoi on se préoccupe de cette qualité de l'air intérieur finalement? Tout d'abord parce qu'on passe environ 80 à 90% de notre temps dans des espaces clos, avec des bâtiments qui sont de plus en plus étanches pour maîtriser et pour maîtriser nos économies d'énergie. Mais du coup, c'est quelque chose de très bien. Il faut faire des bâtiments plus étanches pour qui sont de plus en plus performants en énergie, perdre le moins d'énergie possible. Par contre, ça pose de nouveaux problèmes, je dirais, dans le sens où si les systèmes de ventilation sont mal maîtrisés, mal entretenus, alors on peut avoir plus facilement des problèmes de polluants qui s'accumulent dans l'air intérieur et qui deviennent nocifs pour la santé. De plus, on a davantage de produits chimiques qui sont utilisés, de plus en plus, on utilise de plus en plus de déodorisants, produits ménagers, insecticides de toutes sortes, avec des produits d'entretien souvent variés. Les ménages ont souvent plusieurs produits d'entretien différents. Toutes ces émissions combinées vont avoir des impacts sur la santé qui sont encore mal documentés. On sait mal évaluer l'impact sur la santé de cocktails de polluants. Donc, dans le doute, il faut essayer de s'en prémunir un maximum. Et la qualité de l'air intérieur, c'est aussi, ça représente un certain coût qui est très élevé même, parce qu'on on l'a évalué de l'ordre de 19 milliards d'euros par an. Ça, c'était l'ANSES qui nous le disait dans une étude de 2014. Voilà, rien que pour la qualité de l'air intérieur en France. Vous voyez. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres clés. Je passe très rapidement dessus. Donc, la mauvaise qualité de l'air intérieur, elle est responsable d'allergies et d'asthme, qui 25 à 30% de la population des pays industrialisés sont touchés par des allergies, dont certaines sont causées ou en tout cas potentialisées par une mauvaise qualité de l'air intérieur. Au moins 20% des logements sont concernés par la présence de moisissures, qui est aussi un autre polluant, un des polluants de la qualité de l'air intérieur qui provoque asthme et allergies respiratoires. Les logements sont dits multipollués. On a fait des mesures sur un parc national de logements au début de l'année. C'était l'OQAI qui avait fait ça. Et on retrouvait de nombreuses substances en concentration élevée. 10% des logements étaient dits multipollués. Pour parler un peu de radon, dont on reparlera tout à l'heure, le radon à lui seul, ça représente 3000 décès par an par cancer du poumon lié au radon, et c'est la deuxième cause de décès après le tabac. Donc aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler de la mesure de la qualité de l'air intérieur. Donc, on va s'attacher à répondre aux questions qui sont présentées sur cette slide, à savoir quels sont les paramètres à considérer pour l'évaluation de cette qualité de l'air intérieur. Finalement, quels sont les polluants qu'on va aller regarder, mais pas seulement quels polluants, quels autres paramètres il pourrait y avoir qui pourraient nous dire si nous donner des indices sur cette qualité de l'air intérieur. Comment est-ce qu'on mesure ces paramètres, que ce soit des polluants ou d'autres paramètres, avec quelles méthodes, avec quels instruments, à partir de quel niveau on considère que la qualité de l'air est bonne ou mauvaise. En fait, finalement, on mesure une concentration de polluants, par exemple,
Mais on est bien avancé à ce stade d'avoir une concentration de polluants si on ne sait pas à partir de quelle concentration c'est nocif pour la santé. On va voir un peu ça ensemble, quels repères on peut utiliser pour ça. Et ensuite, comment orienter des préconisations en fonction de ces résultats d'études pour améliorer la qualité de l'air intérieur ensuite. Donc, dans une première partie, je vais faire un petit peu le tour d'horizon des polluants de l'air intérieur. Avant de parler de polluants, vraiment, je vais aborder d'autres paramètres qui sont tout aussi importants, voire même peut-être plus importants encore que la mesure de polluants en eux-mêmes. C'est dans un premier temps la température et l'humidité. Ça, c'est un paramètre qui est primordial dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur, et notamment l'humidité. L'humidité, c'est important parce que si elle est mal contrôlée, elle va d'une part causer des problèmes de moisissure sur des substrats organiques comme des plaques de plâtre, par exemple. Donc, la plaque de plâtre, c'est du gypse au milieu et des cartons de chaque côté. Ce carton, ce qu'on appelle un substrat organique, qui est particulièrement propice, lorsque l'humidité est élevée et la température aussi, au développement de moisissures. Ces moisissures, elles vont émettre des spores, des mycotoxines, des choses qui vont aggraver des asthmes ou provoquer des asthmes et des allergies. Également, il est aussi important de surveiller ces facteurs parce qu'ils vont être propices s'ils sont mal contrôlés, à favoriser les émissions de polluants des matériaux. Par exemple, les matériaux qui sont composés de sciure de bois et de bois aggloméré, c'est donc la sciure de bois et de la colle, souvent de la colle d'uréformaldéhyde. Et c'est une colle qui réagit avec l'humidité dans l'air pour émettre plus de formaldéhyde dans l'air, qui est un polluant particulièrement surveillé en air intérieur, on va y revenir. Et donc, il favorise les émissions de ces matériaux. Donc, conseil, vous pouvez facilement mesurer du coup ce paramètre via des petits dispositifs thermomètres, hygromètres, qui coûtent vraiment pas cher. Ça coûte de l'ordre d'une dizaine d'euros dans le commerce. C'est la mesure pour le coup assez fiable parce qu'on la connaît bien, on sait faire. Donc, voilà. Donc là, je passe assez vite. C'était juste pour illustrer les différentes sources d'humidité dans le logement. On voit qu'il y en a beaucoup. Il y a la salle de bain, ça peut être la cuisine, la chambre, le linge qui sèche, tout ça. Donc, on a beaucoup de sources d'humidité, d'où l'importance d'un bon renouvellement de l'air. Justement, ce renouvellement de l'air, lui aussi, peut être mesuré directement. On va voir que par des méthodes détournées par la suite, on peut l'évaluer via l'évaluation de la concentration de CO2 dans l'air, mais c'est une méthode un petit peu détournée qui ne s'applique pas forcément à tous les locaux, on va le voir. Mais on peut aussi directement mesurer les débits de ventilation. Et ça, dans un audit de qualité de l'air intérieur, je trouve que c'est quelque chose de très important que nombre de gens qui font des audits ont tendance à négliger parce qu'on mesure directement les concentrations de polluants, alors qu'en fait, assez simplement, on peut déjà avoir une idée du problème, s'il y en a. On fait tout simplement avec l'instrument que vous voyez sur les photos. Donc, ça s'appelle un anémomètre à fil chaud. On peut contrôler que les débits de ventilation sont suffisants, ou en tout cas au moins conformes à la réglementation. Ensuite, donc, je vais aborder maintenant ce qui va vraiment être le cœur de la problématique, finalement, les polluants qu'on veut éliminer dans l'air. Les polluants, c'est vaste, il y en a de plusieurs types. On distingue plusieurs familles. Souvent, on les distingue en polluants biologiques, chimiques ou physiques. Moi, j'aime pas trop cette classification parce qu'il y a certaines espèces qui peuvent apparaître dans plusieurs, qui sont sujettes à interprétation dans le classement. Je préfère vous les présenter comme ça. On a tout ce qui est de la famille des gaz.
Donc, dans ces gaz, une grosse partie de ces gaz, ça va représenter les composés organiques volatiles, qui vont être des composés chimiques, des molécules chimiques avec du carbone dans la molécule, et qui vont être vraiment très, très variés. On va compter, il existe des milliers de composés organiques volatiles recensés, avec des effets sur la santé plus ou moins nocifs. Donc, on verra ça tout à l'heure. On a aussi dans les gaz tout ce qui est gaz inorganique. On va retrouver là-dedans, par exemple, l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, qui sont des gaz qu'on va retrouver beaucoup en air extérieur et qui sont réglementés, par exemple, pour ceux que je viens de citer en air extérieur et qui ont des effets aussi sur la santé, mais qu'on va moins retrouver à l'intérieur du fait des sources à l'intérieur qui sont plutôt des sources carbonées, donc qui vont plutôt émettre des composés organiques volatiles. Mais bon, c'est important de l'avoir en tête. On va aussi avoir dans ces gaz un gaz qui est très particulier, un inorganique aussi, mais que j'ai mis à part, c'est le radon, que vous avez déjà très certainement, dont vous avez déjà très certainement entendu parler, qui est un gaz radioactif. Je vais en reparler tout à l'heure. On a la famille des particules, donc tout ce qui est polluant solide en suspension dans l'air. Dans ces particules, on peut avoir des particules qui sont des particules organiques, de la même manière que les composés organiques volatiles étaient organiques, avec du carbone dedans. On a des particules qui sont dites inorganiques, comme du sable ou des métaux, par exemple. Les métaux étant des substances qui sont particulièrement dangereuses pour la santé quand elles sont respirées. Il y a vraiment un impact sanitaire de la respiration de métaux qui peut être important dans certains lieux, comme des gares de métro, par exemple, où on a plus en plus de travaux et de mesures de ces métaux dans ces environnements-là spéciaux. Et on a tout ce qui est du spectre des pollutions biologiques, donc ça peut être bactéries, moisissures, virus, acariens. On l'a vu avec la crise du Covid-19 que ce type de polluant biologique, par le virus du SARS-CoV-2, était aussi un polluant à part entière de l'air intérieur, à pas négliger. Ici, je vous parlerai un peu moins de cette famille de polluants, on pourra en revenir dans les questions. À RP de la Loire, on n'a pas vraiment l'expertise pour faire de la mesure de polluants biologiques, parce que c'est tout un monde à part entière. Mais si vous avez des questions, je pourrais de toute manière y répondre là-dessus. Donc, pour faire un petit tour d'horizon un peu plus complet, concernant les particules, on va les différencier selon leur taille. Donc, on va appeler ce qu'on appelle on va les différencier selon leur diamètre, en fait. Et on va différencier ce qu'on appelle les PM10, qui sont les particules inférieures à 10 microns, qui englobent les PM2,5, qui sont les particules qui sont inférieures à 2,5 microns, qui sont encore plus petites. Vous voyez la comparaison là, à un cheveu sur l'image. Donc, c'est vraiment en bleu, vous avez les PM10 et en rouge, les PM2,5, c'est vraiment tout petit. En fait, plus ces particules vont être petites et plus elles vont être dangereuses pour la santé parce que plus elles vont pénétrer profondément dans les poumons. Des particules qui sont dites même ultra fines, c'est-à-dire des particules qui sont inférieures à 0,1 micron. Elles vont pouvoir même passer à travers la paroi des poumons pour se retrouver directement dans le sang et même s'accumuler dans certains organes. Donc, pour leur origine, elles peuvent venir elles sont de plusieurs natures différentes, on l'a vu. Elles peuvent être aussi de plusieurs origines donc différentes. Selon l'origine, leur nature ne va pas forcément être toujours la même. On peut avoir des poussières, on peut faire des poussières du sable, par exemple, des particules plutôt de carbone issues de la combustion, des industries, du trafic routier ou même en intérieur, si on fait brûler de l'encens ou des bougies parfumées, on va avoir ce type de polluants particuliers. Et ça peut également provenir de matériaux de construction, par érosion de ces matériaux de construction, donc de laine isolante, d'amiante dans certains revêtements, de produits de bois.
Pour les composés organiques volatiles dont je parlais tout à l'heure, il y en a, comme je le disais, toute une palanquée. Il y en a vraiment, c'est une famille, c'est une grande famille qui est très très variée, qui compte plusieurs sous-familles. On distingue par exemple les alcanes avec le butane, méthane, propane, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Les alcools avec l'éthanol, donc on connaît bien qui est dans les boissons. Méthanol. On a les aldéhydes aussi. Vous avez sûrement déjà entendu parler du formaldéhyde, qui est un polluant qui est particulièrement surveillé, et qui fait partie du cadre de la réglementation des établissements recevant du public. On en parlera juste après. On distingue aussi les hydrocarbures aromatiques. C'est le cas par exemple du benzène, qui est lui aussi surveillé et cancérigène. Le toluène. Voilà. On a les terpènes aussi qu'on retrouve beaucoup dans des parfums. Tout ce qui est produits d'entretien qui sent un peu le citron, la lavande, les fleurs. C'est souvent des terpènes qui sont associés. Donc plutôt des substances allergisantes. Et donc voilà, tout un tas de familles. Faire un focus un petit peu sur quelques-uns de ces polluants. Par exemple, j'en parlais, le formaldéhyde, c'est un polluant qu'on va particulièrement retrouver dans les matériaux de construction de panneaux composés de panneaux dérivés du bois. Donc, ça va être des panneaux type MDF, OSB, contreplaqué, panneaux de particules. Les effets sanitaires fréquents d'une exposition au formaldéhyde, ça va surtout être des irritations des yeux, des muqueuses, maux de tête, asthme, allergies, rhinite. Et dans le cadre d'expositions professionnelles fortes, il peut même provoquer des cancers. C'est pourquoi il est classé cancérogène certain par le CIRC. Des polluants, donc je te disais les terpènes dont j'ai déjà parlé. On a aussi beaucoup de polluants de familles chimiques diverses qui sont dits des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est une molécule qui mime, bloque ou modifie l'action d'une hormone en se fixant sur un récepteur hormonal, un récepteur d'hormone, un récepteur qu'on a dans le corps, et qui gêne et qui bloque les mécanismes de production et de régulation de ces hormones. Les effets sanitaires du blocage de ces mécanismes, ça peut être une baisse de la fertilité ou des cancers qui sont dits hormonodépendants. Si vous voulez plus d'informations sur ces perturbateurs, sur la perturbation endocrinienne, sur les perturbateurs endocriniens en général, vous pouvez aller, je ne sais pas si le support vous sera communiqué, mais sinon, vous pourrez aller voir sur le site de l'ANSES qui explique ça très bien aussi. Donc, parmi ces perturbateurs endocriniens, on a par exemple le bisphénol A, qui avait été décrié il y a quelques années pour être présent dans les biberons, notamment. Il avait été donc régulé. Il peut aussi se retrouver dans l'air parce qu'il entre dans la composition de certains plastiques, par exemple, ou dans les tickets de caisse aussi, il avait été réglementé. Les phtalates, donc, qui sont des composés organiques semi-volatiles, qui sont un peu entre le gaz et les particules, qui rentrent dans la composition de plastiques, qui sont des plastifiants pour rendre les plastiques plus ductiles, plus mous. Donc, et d'autres composés comme des pesticides, des composés polychlorés et certains autres. Je voulais faire un petit point. Maintenant, j'ai fini de faire un peu ce tour d'horizon des différents polluants qu'on peut trouver dans l'air intérieur et je voulais faire un petit point avec vous sur la réglementation parce qu'elle va évoluer. Il existe plusieurs types de réglementation et là, on va plutôt s'attarder sur celles qui requièrent de la mesure. Puisque c'est l'objet de notre formation aujourd'hui, et je vais vous parler de la réglementation qui encadre les établissements recevant du public. Ces établissements recevant donc cette réglementation, elle couvre différents types d'établissements. Donc ça évolue d'année en année, ça va encore évoluer dans les années prochaines. Ça couvre actuellement surtout tout ce qui est accueil de l'enfance, donc accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, école maternelle, école élémentaire, centre de loisirs, établissement d'enseignement, donc collège, lycée, tout ça.
Et à partir du 1er janvier 2025, ça va également concerner tout ce qui est établissements sanitaires et médico-sociaux, donc EHPAD, et établissements pénitentiaires pour mineurs et piscines couvertes. Ça va s'élargir encore. Alors, je vais faire un peu un point sur la réglementation actuelle et je vous présenterai un petit peu ce qui est attendu pour son évolution prochaine. Actuellement, ce qui est obligatoire, ce qui est dans la réglementation, c'est tous les 7 ans une évaluation des moyens d'aération, donc qui est conduite par le personnel de l'école, par différents types de personnel de l'école, qui consiste à vérifier que soit s'il y a présence d'un système de ventilation qu'il fonctionne bien avec une série de questions, et, ou alors que l'ouverture des fenêtres est possible dans les salles de classe. Donc, essayer de documenter un petit peu ça, c'est obligatoire tous les 7 ans. Et une autre obligation, donc l'établissement a le choix entre l'élaboration d'un plan d'action de prévention. Donc, en fait, il doit remplir une grille d'autodiagnostic où il y a toute une série de questions sur ses usages et sur les différentes sources potentielles de polluants qu'il pourrait y avoir dans l'école. Donc, c'est obligatoire à faire tous les 7 ans. Ou alors, il peut choisir de faire de la mesure de qualité de l'air intérieur. Ça n'a pas le même coût, forcément. Une mesure de qualité de l'air intérieur, ben, il faut payer une entreprise certifiée, enfin une entreprise qui est habilitée à conduire ces mesures. Ça nécessite du coup de matériel, d'analyse. Donc, ce n'est pas forcément à la portée de tous les établissements. C'est pour ça que c'est souvent l'élaboration d'un plan d'action qui est privilégiée. Donc la mesure, si elle est choisie, elle porte sur 3 grands paramètres qui sont la mesure du formaldéhyde, du benzène et d'un indice de confinement CO2. Oui, ouais. Et donc voilà. Donc c'est tous les 7 ans également. Sauf que ça va évoluer dans les prochaines. Normalement, au 1er janvier 2023, il y a une consultation publique qui est en cours, un projet de décret pour l'évolution de cette réglementation, et ça devrait avoir lieu au 1er janvier 2023. Donc, l'évaluation des moyens d'aération deviendra obligatoire tous les ans avec une mesure ponctuelle de CO2. Et deviendra également obligatoire à la fois l'élaboration du plan d'action et de prévention tous les 4 ans et la mesure de qualité de l'air intérieur. Elle ne sera pas systématique, elle sera systématique lors de la livraison de bâtiments neufs ou s'il y a des étapes clés qui arrivent comme des rénovations importantes. Donc voilà, je passe sur les détails. Comment elle est mesurée? On arrive maintenant à vraiment la mesure. Comment est-ce qu'elle est faite dans le cadre de cette réglementation, cette mesure de qualité de l'air? Donc je rappelle, sur le formaldéhyde, le benzène et le CO2. Donc ces paramètres, ils sont mesurés, c'est des concentrations moyennes sur une semaine qui sont mesurées. Et ils sont mesurés au moyen de tubes qu'on appelle des tubes passifs radiello, que vous pouvez voir un peu sur la photo. Donc, ces tubes, qui sont appelés aussi tubes à thermodésorption, c'est un peu la méthode de référence dans le domaine de la qualité de l'air intérieur pour mesurer les concentrations de polluants dans un espace. En fait, le principe, c'est que l'air dans la pièce, il passe au contact, ce qu'on appelle un adsorbant, qui piège les polluants sur ce tube. Une fois que la période de mesure est passée, on envoie ce tube au laboratoire. Le laboratoire est capable d'estimer la masse de polluants qui est déposée sur ce tube. Et cette masse, elle est quantifiée en laboratoire. Et le laboratoire est capable de nous communiquer, en fonction de la masse déposée, la concentration moyenne de polluants qui a été au contact de ce tube pendant la période. Il existe 2 types de prélèvements. Donc, ceux que l'on réalise dans le cadre de la réglementation, qui sont des prélèvements type passif. Donc, sur la petite image que vous voyez en bas à gauche, qu'on laisse, qui ont l'avantage de ne pas faire on verra tout à l'heure, et des prélèvements actifs, pardon. Pour les prélèvements passifs, donc il y a des avantages et des inconvénients.
L'avantage, c'est que ça ne fait pas de bruit. Vous voyez sur la petite photo, là, c'est juste à suspendre au milieu de la pièce. C'est simple d'utilisation. Euh, Par contre, et ça donne par contre, c'est des prélèvements qui sont assez longs, donc entre 5 jours et 2 semaines. 5 jours, c'est la période pendant laquelle on va les utiliser dans le cadre de la réglementation pour les établissements recevant du public, des enfants, parce qu'on veut estimer leur exposition moyenne sur une journée, sur une semaine d'école, typiquement, d'accueil. Et du coup, ce sont des concentrations qui sont lissées pour plusieurs jours. Dans le cadre des écoles, ça ne pose pas de problème parce que c'est ce qu'on cherche à savoir. Dans d'autres situations, ça pourrait être problématique parce qu'on n'a pas si jamais il y a eu un pic de polluants à un moment donné, on ne le verra pas parce que ce sera lissé dans la concentration moyenne. On a un autre type de prélèvement, je disais tout à l'heure, c'était toujours sur ces tubes à thermodésorption, c'est ce qu'on appelle la mesure active, sur tube. C'est un peu le même principe, sauf qu'on va forcer l'air à passer à travers le tube via un système de pompe. Donc, on a une chaîne de prélèvement qui est composée d'une pompe, d'un débitmètre et de l'absorbant, et on va forcer l'air à passer à travers cet absorbant. L'avantage, c'est qu'on a des prélèvements qui sont beaucoup plus courts. Donc, ça va être des prélèvements de l'ordre de 30 minutes à 2 heures. On va pouvoir identifier à un moment précis la qualité de l'air. Le débit est contrôlé, donc on a plus de précision sur la mesure également. Par contre, on voit bien sur la photo, c'est encombrant, il faut une alimentation électrique bien souvent pour les pompes qui ne sont pas toujours sur batterie. Et ça fait aussi beaucoup de bruit. Enfin, ça dépend des pompes, mais il y a des pompes, les pompes souvent causent un léger bruit de fond. Donc, si on veut l'installer, par exemple, dans des bureaux ou dans un endroit où les gens pourraient être gênés, ce n'est pas toujours idéal. Là, je passe assez rapidement. Disons, on vient de voir comment faire de la mesure sur les gaz. Il est aussi possible de faire de la mesure de référence sur des particules. Donc, on fait ça au moyen d'impacteurs, ce que vous voyez là à l'écran. Donc, avec différents types de buses pour récolter soit uniquement des particules PM10, donc inférieures à 10 microns, soit avec des buses plus petites pour récolter seulement celles qui sont inférieures à 2,5 microns. Donc, c'est une mesure précise, plus précise que ce qu'on pourrait avoir avec des appareils de type microcapteur qu'on va voir après. Et on a la possibilité, comme on récupère ces particules sur un filtre qu'on va peser, on a la possibilité d'analyser la composition des particules qui sont sur ce filtre. Donc, ça aussi, c'est un certain avantage. Et par contre, si on veut plusieurs fractions, donc PM2,5 et PM10, il faut doubler le dispositif. Donc, ça, c'est un des inconvénients de ce dispositif. Là, je voulais vous partager un petit peu, nous, ce qu'on recevait des laboratoires quand on mène ce genre de campagne de mesure. On nous communique, je vous ai mis un petit extrait du tableau qui est de résultats qui nous communique. Vous avez ici plusieurs substances chimiques. Donc là, je vous ai mis les substances de la famille des aldéhydes. Vous voyez dans la deuxième colonne là, leur identification unique. Chaque substance a un identifiant unique. Pourquoi? C'est parce que les composés, ils ont plusieurs noms selon les pays, selon les dates. Ils ont pas forcément, on leur attribue pas forcément le même nom. Ils ont plein de synonymes. Donc, on a un identifiant unique pour chaque substance. Et à droite, vous avez les concentrations en microgrammes par mètre cube de chacun de ces polluants. Ces polluants, on leur associe, vous voyez, sur certaines valeurs, c'est écrit inférieur à LQ. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des seuils métrologiques. On distingue la limite de détection. Donc, si le laboratoire n'est pas capable de détecter la substance qu'il mesure, alors il sera inférieur à cette limite de détection. Mais il peut pour autant arriver à détecter la substance, mais qu'il n'y ait pas assez de substance pour qu'elle soit quantifiable. Alors, on sera inférieur à la limite de quantification. Et si jamais il peut y avoir le problème inverse,
C'est-à-dire que si on a laissé le tube trop longtemps ou qu'elle a été exposée à une trop forte concentration, alors le tube sera complètement saturé et à ce moment-là, il sera inutilisable. On ne pourra pas évaluer la quantité qu'il y a sur le tube. Donc, il y a un petit peu un entre-deux à essayer d'estimer au départ quand on fait une campagne de mesure pour être sûr de ne pas dépasser cette capacité de piégeage, dans quel cas on ne pourra pas avoir de résultat. Je voulais vous parler très rapidement, je regarde l'heure qui file. Je vais peut-être passer un petit peu sur le radon, parce que j'imagine que vous avez déjà été sensibilisé. C'est un gaz radioactif issu de la décomposition de l'uranium dans les sols. Il est cancérigène, il a été identifié en premier dans les mines de fond. Et désormais, avec les bâtiments qui sont maintenant de plus en plus étanches, c'est une problématique dans le bâtiment. Donc, je passe un petit peu sur ces diapos-là. Ce polluant particulier, il est mesurable par tout un chacun. Là, c'est un des avantages, c'est que ce polluant, qui est particulièrement dangereux pour la santé, il est facilement mesurable par tout un chacun et par les citoyens lambda grâce à l'acquisition de ce qu'on appelle des dosimètres passifs. C'est ce que vous voyez à gauche de la diapositive. C'est grand comme une petite carte de crédit et en fait, c'est ce qui pourrait s'apparenter à de la pellicule photo que vous voyez dans le petit rond. Et cette pellicule, elle est sensible à la radioactivité et on le laisse une soixantaine de jours dans le milieu dans lequel on va le mesurer. Et ensuite, on l'envoie au laboratoire et le laboratoire est capable de nous donner la valeur d'exposition au radon. Donc, l'inconvénient, on va dire, c'est que c'est une concentration lissée sur plusieurs jours. Si on a des activités qui font à la maison qu'on a des variations de radon, on ne les verra pas. On pourrait le voir avec un détecteur de radon que vous voyez à droite, mais c'est des instruments de professionnels qui sont extrêmement coûteux et qui ne sont pas du tout à la portée du grand public. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va aborder ensuite les moyens de mesure qui sont plus dynamiques avec les capteurs de CO2 et les microcapteurs, les microcapteurs multipolluants. Mais avant ça, je voulais attirer votre attention sur la notion de danger et de risque, qui ne sont pas la même chose. Un danger, c'est défini comme la capacité intrinsèque d'un facteur chimique, physique ou biologique à causer un dommage. L'amiante, le plomb, on sait que c'est des substances cancérigènes. Pour autant, si on n'a pas de plomb chez soi ou pas d'amiante chez soi, il y a peu de risques qu'on développe un cancer. C'est là toute la nuance. Un risque, c'est la probabilité qu'une personne subisse l'effet nocif. Donc, ça va être une combinaison du danger, de l'exposition et de la sensibilité individuelle. Par exemple, les petits pictogrammes de danger que vous allez voir sur les produits d'entretien, par exemple, là, on va plutôt parler de danger. Donc, ça peut poser le type d'effet qui est signalé par le pictogramme, mais si on n'y est pas exposé ou dans des quantités qui font qu'ils ne vont pas être nocives, alors on a peu de risques de développer un effet nocif. Ça, c'est très important à garder en tête pour la suite. Ici, donc, je vais vous présenter des classes de danger, cette fois, pour tout ce qui est effet cancérigène et mutagène et reprotoxique. Donc, il y a deux grands classements qui existent. Il y a le classement du Centre international de recherche contre le cancer, ou IARC en anglais, et le classement européen, qui se recoupent beaucoup. Ils disent globalement la même chose pour chaque substance, et chaque substance est classée selon la probabilité de survenue d'un cancer ou d'un effet mutagène ou reprotoxique. Donc, on va retrouver des catégories qui sont cancérigènes de façon certaine pour l'homme, d'autres qui sont des catégories plutôt probables, ou d'autres qui sont un peu moins prouvées, donc qui vont être dans possible, etc. Là, c'était une diapositive sur laquelle je vais passer. Ça va peut-être intéresser les médecins ou le personnel de santé qui sont parmi vous. On pourra y revenir. C'était juste pour vous dire qu'il y avait des valeurs qui sont dites toxicologiques de référence auxquelles on va pouvoir comparer les mesures qu'on a fait tout à l'heure pour savoir si ces concentrations mesurées, elles ont un impact sur la santé.
ces valeurs toxicologiques de référence, elles sont surtout à destination des chercheurs, des médecins et des toxicologues. Elles sont assez complexes à appréhender. On voit qu'elles sont faites pour différents types d'effets, pour différentes voies d'exposition, pour différentes durées d'exposition. Il en existe une pour chaque type, une pour chaque couple et une pour chaque substance, avec des effets qui peuvent être à seuil ou sans seuil. On pourrait y revenir dans les questions si vous voulez, mais je vais passer, si vous voulez bien, là-dessus pour vous présenter les valeurs guides pour l'intérieur, qui sont, elles, les valeurs à utiliser vraiment par le grand public et par les collectivités, je dirais, et les associations, qui sont beaucoup plus simples à utiliser, qui sont dérivées des valeurs toxicologiques de référence dont je vous parlais tout à l'heure, et qui concernent, l'inconvénient, c'est qu'ils concernent beaucoup moins de polluants, mais ils concernent quand même des polluants qui ont été ciblés pour être des polluants d'intérêt prioritaire et qu'on retrouve fréquemment dans les habitats. Donc, il y en a une dizaine de polluants qui sont présentés ici avec des valeurs associées à ne pas dépasser, qui sont préconisées à ne pas dépasser sur différents types de durées. Vous voyez, par exemple, pour le formaldéhyde, non, mauvais exemple, pour l'acétaldéhyde, on a une valeur pour des expositions sur 1 heure. Il ne faut pas dépasser 3000 microgrammes par mètre cube d'acétaldéhyde sur 1 heure. Par contre, si on rapporte ça à une exposition sur 1 an, eh ben, on peut tolérer d'être exposé à jusqu'à 160 microgrammes par mètre cube d'acétaldéhyde sur une durée d'1 an. Forcément, plus la durée d'exposition est longue, plus on peut tolérer des concentrations inférieures. Nous, à RPI de la Loire, on considère ces VGAI, mais pas que. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, des valeurs guides polaires intérieures. Il y a notamment la valeur pour le formaldéhyde, qui est une valeur, parce que la VGAI de l'ANSES, elle est à 100 microgrammes par mètre cube pour formaldéhyde. Elle a été révisée en 2018, avant elle était à 30. Et c'est toujours la valeur guide que donne le Haut Conseil de santé publique. Nous, on se base plutôt sur celle-ci pour être plus précautionné et plus protecteur de la santé humaine. Et pour le toluène également, celle de l'ANSES est vraiment très élevée. Nous, on choisit plutôt de suivre de celle de l'OMS. La différence s'explique par l'effet qui est ciblé, qui n'est pas le même. C'est l'effet sur la santé qui est ciblé, qui n'est pas le même. Il y a d'autres valeurs guides qui existent. Donc, je disais celle de l'OMS, celle du Haut Conseil de santé publique. Il y a également les valeurs les valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors ça, c'est des valeurs qui peuvent être réglementaires ou non, qui sont contraignantes ou indicatives dans le cas où elles sont réglementaires. Vous pouvez les trouver sur le site de l'INRS. Voilà, dans un guide, il présente toutes les substances auxquelles les travailleurs qui sont réglementés et pour lesquels on a un seuil auquel les travailleurs ne doivent pas être exposés à plus d'un seuil. Pardon. Il y a différents types de valeurs d'exposition professionnelle. On a des valeurs d'exposition professionnelle qui sont dites court terme, donc sur quelques minutes. Il y a des seuils à ne pas dépasser sur quelques minutes pour tout un tas de substances. Et des valeurs qui sont un peu plus long terme, qui sont des VLEP 8 heures qui correspondent à une journée de travail et des seuils qui sont associés à cette exposition-là sur 8 heures. Ce sont d'autres seuils. Donc, ça couvre un certain nombre de substances qui ne sont pas forcément les mêmes que les valeurs guides qui sont pour le coup faites pour le tout public. Ici, on va avoir des expositions professionnelles très particulières. Je pense par exemple aux coiffeurs, ou même au personnel en PMI qui utilisent des produits peut-être particuliers. Donc, il y avait certaines substances vont être ciblées pour certains corps de métier qui vont apparaître dans ces valeurs limites d'exposition professionnelle, qui n'apparaîtront pas dans les valeurs guides de l'ANSES. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu, j'ai bientôt terminé, je vais me dépêcher, il va me rester encore 5-10 minutes. Je vais vous parler un petit peu de la mesure CO2. On en a beaucoup entendu parler avec le Covid. Je trouve, et on trouve à RPI de la Loire un formidable outil de surveillance de la qualité de l'air s'il est bien utilisé avec le matériel adéquat. Déjà, on a parlé de seuil tout à l'heure. À quel seuil est-ce qu'on va comparer une mesure de CO2 ? Déjà, une mesure de CO2, il faut savoir qu'elle est exprimée souvent dans une unité qui est un peu différente, qui s'appelle le ppm, qui est une unité de concentration.
Euh, c'est l'unité dans laquelle va s'afficher les mesures données par les capteurs de CO2. Et cette mesure, elle est encadrée par le Haut Conseil de santé publique depuis peu. Suite aux épisodes de Covid-19, ils se sont réunis, ils ont statué sur des valeurs d'aide à la gestion et une valeur d'action rapide. Donc, deux valeurs de 800 ppm pour la valeur de repère d'aide à la gestion et de 1500 ppm pour la valeur d'action rapide. L'avantage d'avoir deux valeurs comme ça, c'est qu'on va pouvoir calibrer les capteurs de CO2 pour les différents indicateurs vert, jaune, rouge que vous avez peut-être déjà vu sur ce type d'appareil. Donc, on va pouvoir, à partir de 800 ppm, on va pouvoir indiquer que c'est un niveau jaune ou orange, donc prudence, pensez à aérer. Et à partir de 1500 ppm, on va pouvoir régler l'appareil pour afficher une couleur rouge qui signifie qu'on doit agir et il faut ouvrir les fenêtres de la classe ou du logement. Je disais tout à l'heure que c'est un outil à utiliser correctement et dans des bâtiments qui s'y prêtent. En fait, tous les bâtiments ne se prêtent pas à la mesure de CO2. C'est très bien dans des classes, déjà pour la portée éducative de sensibilisation à la qualité de l'air qu'apporte ce type d'appareil, avec son affichage vert, jaune, rouge, mais surtout du fait que dans les classes, il y a une forte densité de population, enfin, il y a beaucoup d'élèves par classe, et du coup, il y a une source non négligeable de CO2 qu'on va pouvoir évaluer. Et donc, on va pouvoir voir vraiment, quand on va ouvrir les fenêtres, un décroissement de ce CO2 qui a été accumulé et qui a été émis en grande quantité par les élèves. Dans une salle de réunion aussi, ça peut être le cas. Par contre, dans un grand open space ou dans un logement dans lequel on est tout seul, ben, ça va être un indicateur beaucoup moins pertinent du renouvellement de l'air parce qu'on va avoir une source de CO2 qui sera faible et on va être toujours avoir des concentrations qui seront très très faibles de base et qui donc vont pas beaucoup évoluer quand on va mener une action adaptée d'ouvrir les fenêtres par exemple. Et on pourrait être dans la situation où on est dans un logement où on a des matériaux qui seront particulièrement émissifs de polluants, mais une personne qui est tout seul dans son salon, dans son grand salon, elle va être exposée à des polluants qui seront émis par les matériaux. Mais par contre, comme il y aura très peu de sources de CO2, ben, le capteur CO2, il va dire il n'y a pas de problème. Il y a une faible concentration en CO2, tout va bien. Alors qu'en fait, non, parce que les matériaux seront particulièrement émissifs. Donc, ce n'est pas un outil parfait, mais c'est un outil qui est intéressant dans certains endroits. Des crèches, voilà, une garderie. Il y a une offre qui est très, très fournie et c'est difficile d'y voir clair. Il y a des projets qui sont intéressants, indépendants, qui permettent de comparer un petit peu ces appareils, notamment la plateforme Projet CO2, qui est une plateforme qui donne beaucoup d'informations sur ces dispositifs, qui a un guide d'achat et qui permet d'y voir plus clair et de faire le bon choix sur l'achat de capteurs CO2. Pour vous donner quelques astuces sur le choix de ces capteurs CO2, il faut privilégier les technologies NDIR, donc ça veut dire Non-Dispersive Infrared, donc pour infrarouge non dispersif. C'est vraiment la technologie à privilégier. Souvent, c'est indiqué maintenant quand c'est pourvu de cette technologie. Souvent, les fabricants le mettent en avant. Parce que c'est vraiment la technologie en ce moment qui est la plus fiable de loin. C'est vraiment celle qui est à privilégier. Si possible, si elle est conforme au décret numéro 2012-14, en fait, c'est le décret qui va permettre l'utilisation de ces appareils en milieu scolaire dans le cadre de la réglementation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un gage de qualité, donc c'est plutôt une bonne chose, et vous voyez ça. S'il est possible de faire un étalonnage manuel, c'est appréciable. En fait, il y en a certains qui permettent, on le dispose dehors, loin de toute source de CO2, Et en fait, il va s'étalonner tout seul parce que la concentration de CO2 est considérée toujours la même à l'extérieur, autour de 450 ppm. Et du coup, c'est pas mal parce que ceux qui ne sont pas pourvus de cet étalonnage manuel
à un certain moment, au bout de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, la mesure peut avoir tendance à dériver et ne plus être fiable au bout d'un moment. Donc, le réétalonnage régulier est intéressant. Vérifier l'autonomie de l'appareil. Souvent, c'est dans les caractéristiques techniques. Souvent, ça marche sur pile. Et donc, c'est intéressant d'avoir un appareil qui dure longtemps. Et voilà, si on veut après aller un peu plus loin que l'indicateur vert, jaune, rouge et essayer d'exporter les données et voir à quel moment on a eu des pics pour le relier à nos usages, ça peut être intéressant aussi d'avoir une fonction d'export des données de ces microcapteurs. L'emplacement aussi est très important. On va préférer un emplacement au centre de la pièce, à au moins 2 mètres des deux occupants pour ne pas souffler du CO2 directement dessus et avoir une valeur biaisée. Et éloigné des entrées d'air et des fenêtres pour la même raison. Parce que si on est juste à côté d'une fenêtre, d'une entrée d'air de fenêtre, l'air neuf va balayer l'air propre, va balayer l'instrument et les concentrations vont rester faibles alors que par ailleurs dans la pièce, elles pourraient être plus élevées. Donc, pour aller pour taper un peu plus large sur le spectre de dispositifs, je voulais vous parler aussi de ce qu'on appelle les microcapteurs. Il te Euh, reste 5 minutes si on veut oui, avoir un peu de temps pour les... À peine 5 minutes si on veut avoir un peu de temps pour les questions-réponses, ça marche, je me Guillaume. dépêche, je suis vers la fin. Donc, ces microcapteurs, ils ont une croissance vraiment exponentielle ces dernières années. On entend beaucoup parler et c'est difficile de faire le pour du contre et de savoir vraiment si ces objets sont fiables et si on en a vraiment un besoin. Pour ça, il y a l'ANSES qui nous aide, qui a fait paraître un avis qui est paru très récemment en mai 2022, qui fait un peu le tour d'horizon de ces appareils et qui donne des conclusions. Donc, ils disent que, comme je disais, c'est une pratique en nette expansion. C'est des appareils qui sont intéressants parce qu'ils permettent d'effectuer plus de mesures dans le temps et dans l'espace que les dispositifs, pour compléter les dispositifs de surveillance réglementaire sont vraiment très intéressants, surtout dans les lieux en qualité de l'air intérieur, où il est difficile de mesurer avec des méthodes de référence. Ça rend accessible la mesure de qualité de l'air intérieur. Pour autant, la qualité métrologique des données qui sont générées par ces microcapteurs, elle est vraiment moindre elle est vraiment en deçà des stations de mesure qu'on a par exemple à l'extérieur, il faut en avoir conscience. Et elle est assez variée d'un instrument à l'autre. On a des fiabilités de l'appareil qui sont variées et c'est difficile de faire la différence au premier abord. Donc, c'est des dispositifs qui sont intéressants aussi pour la sensibilisation. Ils donnent au moins une indication, une idée, mais l'ANSES appuie sur le fait qu'il y a une nécessité d'être accompagné pour interpréter correctement les données et dresser des préconisations adaptées. Accompagnées par des professionnels donc, qui sont formés à l'utilisation de ce type de matériel et de la qualité de l'air en général, pour faire un petit peu tout le travail que je vous ai présenté pendant cette session, de savoir, ben voilà, on a telle concentration, est-ce qu'elle est représentative déjà de la concentration dans la pièce, si on a bien mis en place son appareil ou pas. Est-ce que ces concentrations, une fois qu'on sait qu'elles sont représentatives des concentrations dans la pièce, est-ce qu'elles vont être dangereuses ou pas pour la santé? Essayer de les comparer un petit peu aux valeurs guides qu'on a vues tout à l'heure. Tout ce travail, ce n'est pas anodin et du coup, l'ANSES préconise bien aux gens qui l'utilisent d'être accompagnés par une tierce personne. Ça peut être des ASCA comme RPI de la Loire ou d'autres bureaux d'études qui pourraient proposer ces prestations. Ou des gens formés comme vous l'êtes désormais. Voilà, je vous ai mis juste c'est juste une plateforme qui a indépendante, donc le AirLab de AirPaif, l'ASCA de Paris Nouvelle-Aquitaine, organise tous les ans un challenge pour essayer d'évaluer la fiabilité de ces appareils. Et donc, ils classent et ils font une compétition, en fait. Et là, il y avait 55 produits microcapteurs évalués l'année dernière. Et du coup, il y a une compétition qui est faite et les meilleurs microcapteurs sont mis en lumière. C'est une étude qui est vraiment complètement indépendante et transparente, faite par une ASCA.
Et donc, je vous encourage à aller voir si vous voulez acheter un microcapteur, consulter ce genre de choses. Voilà, j'ai terminé. Je finirai juste sur un petit outil que j'aime bien présenter. C'est un outil d'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur. Ça rejoint un petit peu les grilles d'autodiagnostic dont je vous ai parlé dans la réglementation. En fait, l'idée, c'est vous avez un questionnaire, vous avez plein de questions sur plein de domaines différents, vous répondez sur vos usages, vos pratiques et sur comment est constitué votre habitat et quelles sources de polluants potentiels il pourrait y avoir. Et derrière, ça vous dresse un rapport avec des préconisations ciblées sur la qualité de l'air intérieur. Voilà, je vous ai mis quelques vignettes de sensibilisation qui peuvent être récupérées si vous avez accès au support. Merci de votre attention et voilà, j'espère avoir pas été trop long. J'ai dit beaucoup de choses, je suis passé rapidement sur certaines choses et donc c'est avec plaisir que je prendrai toutes vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui s'affichent dans le question-réponse. N'hésitez, enfin, dans le fiche discussion ni question-réponse. Nous ne sommes pas très, très nombreux ce soir. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Moi, j'avais une question peut-être en attendant que d'autres viennent. Dans ton introduction, tu indiquais que 10% des logements étaient multipollués. Quand on dit multipollués, ça veut dire que les substances, enfin les polluants dépassent la valeur guide intérieure? Non, ça avait... je réfléchis. C'était un critère qui avait été fixé par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et du coup, oui, je pense que c'était plutôt des valeurs de concentration arbitraires, pas forcément qui atteignaient la qualité de la valeur guide de l'air intérieur, mais c'était au jugé de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. D'accord, ok. C'est pas forcément que ça dépasse les seuils. Non, pas forcément, non. Non. D'accord, C'était ok. vraiment de l'avis d'expert de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. D'accord. Euh, donc, Comme on l'a voilà. vu, il y a des valeurs guides pour l'air intérieur qui sont données par l'ANSES, qui sont parfois très hautes. Et pour autant, c'est pas pour autant que si elles ne sont pas atteintes, qu'il n'y a pas de risque pour la santé. On a notamment des publics qui sont particulièrement sensibles. Je pense aux enfants et je pense aux personnes qui sont dites chimico-sensibles ou d'autres personnes fragiles pour lesquelles ces VGI ne sont pas adaptés. Donc, il est intéressant aussi de voir un petit peu dans le détail. Du coup, à quel moment, parce qu'on a vu que les dispositifs pouvaient être soit onéreux, notamment quand c'est des dispositifs professionnels avec des organismes accrédités. Tu parlais des microcapteurs qui font plutôt des polluants totaux. Là, c'est plutôt un public enfin, ça s'adresse plutôt quoi, au grand public, au public professionnel? Est-ce que l'ANSES a un peu regardé ça, les usages? Disons que l'enseigne dit que ça s'adresse d'abord à un public de professionnels pour avoir plus d'informations sur la qualité, plus de données et pouvoir au moins à un niveau de, je dirais, d'indicateur, avoir une info. Ça peut être utile au grand public, mais à condition qu'il soit accompagné par des professionnels, ce que dit l'ANSES. C'est que c'est bien, mais il faut que les personnes qui les utilisent soient formées. Et ça, c'est difficile. Vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous allez pouvoir avoir de l'information sur ce genre de choses. Mais la majorité des personnes, que ce soit des élus dans des collectivités qui font des commandes de microcapteurs ou des particuliers, vont utiliser ces microcapteurs sans savoir finalement derrière si la mesure est vraiment pertinente, d'une part, et à quoi comparer ce qu'ils vont pouvoir mesurer. Et donc, c'est important que ces particuliers soient accompagnés. D'accord.
Euh, Et on a une... encore une Pardon. chose Ouais. que j'ai pas forcément dite, je m'en aperçois, c'est qu'une des conclusions de l'ANSES aussi, c'est que ces appareils de type microcapteur, la plupart du temps, c'est des appareils qui ne mesurent que les composés organiques volatiles totaux, c'est-à-dire sans faire de distinction entre les différentes substances qui sont mesurées. Mhm. Et on l'a vu tout à l'heure, ces substances, elles ont des effets sur la santé qui varient, des valeurs guides qui sont différentes, par exemple des valeurs toxicologiques qui sont différentes d'un polluant à l'autre. Elles n'ont pas les mêmes niveaux de danger non plus. Donc, on ne peut pas faire de différence substance par substance avec ce type d'appareil. Et donc, voilà, des fois, c'est difficile de dresser une Disons idée. que s'il y avait un niveau d'alerte élevé, euh, peut-être que ça vaudrait le coup de faire des mesures plus ciblées. C'est comme ça que ça marcherait. Oui, voilà. C'est que voilà, c'est ça. C'est que si on a grâce à ce type d'appareil, si on voit qu'on a des niveaux qui sont assez élevés, et là encore, c'est difficile de trouver un seuil de référence. À l'heure actuelle, il n'existe pas de seuil de référence pour les composés organiques volatiles totaux. Mm. Souvent, on parle de 1000 ou 3000 microgrammes par mètre cube. J'ai vu plusieurs choses. Mais si on constate quand même des concentrations qu'on juge particulièrement élevées, après, oui, ça peut être une façon d'identifier que peut-être on a un problème de qualité de l'air intérieur et d'aller voir un peu plus loin, de pousser les choses un peu plus loin en faisant appel au service d'une société comme Maire Pays de la Loire ou comme d'autres bureaux d'études compétents pour Mm. faire de la mesure plus Mm. approfondie. Mais ça vaut peut-être le coup de déclencher toutes ces mesures si on observe des problèmes spécifiques de santé, Voilà, c'est tels ça. rhinite, asthme, etc., et pas forcément systématiser Voilà. la Je chose, quoi. pense que c'est vraiment s'il y a des soucis de santé ou alors si on accueille, avant qu'il y ait des problèmes de santé, si on accueille des publics qui sont particulièrement fragiles, je trouve que c'est important. Après, si on s'adresse à un public qui n'est a priori pas spécialement fragile, euh, la nécessité de faire des mesures de qualité de l'air tout de suite, des mesures de polluants, elle ne se pose pas forcément. Et je pense avant de faire de la mesure, il faut déjà s'assurer que la maison soit bien aérée, bien ventilée, qu'on ait des sources qui ne soient pas trop polluantes. Et déjà, si on s'assure d'un certain nombre de choses comme ça, il n'y a pas de raison que la qualité de l'air soit particulièrement mauvaise. Ok, Donc, pas de besoin forcément de mesurer à tout prix. très bien. On avait une question. Que, que peut-on attendre des dispositifs de purification d'air et de filtre? Alors là encore, l'ANSES a adressé un avis qui date de 2018 sur les technologies d'épurateurs d'air, sur les technologies d'épurateurs d'air. L'épuration de l'air, c'est un secteur assez vaste. On entend par épurateur d'air un peu tout et n'importe quoi. On voit souvent de la pub pour des sprays soi-disant épurateurs d'air. Donc ça, c'est particulier. Mm. C'est évidemment pas épurateur d'air du tout. On va juste rajouter des substances, des fois même particulièrement nocives, dans l'air. Donc ça pollue plus que ça dépollue. On va avoir tout ce qui est matériaux dépolluants, tout ce qui est peinture dépolluante, par exemple, qui va transformer des polluants ou fixer définitivement des polluants dans leur matrice. Mais ce que je pense, la personne qui pose la question veut entendre par épuration, c'est les épurateurs d'air autonomes, donc Oui, je pense que c'est ça. des appareils qui aspirent de l'air Mm, de la pièce, mm. qui la filtrent, soit par un filtre mécanique qui juste filtre les particules, soit par un procédé qui va éliminer, qui est censé du moins éliminer les polluants qui passent à travers. Alors, pour ce qui est de la filtration, donc par procédé d'élimination des polluants gazeux, ça, clairement, il n'y a aucune efficacité prouvée, c'est ce que dit l'ANSES, de ce type d'appareil, de ce type de technologie. Autant on a une efficacité qui peut être mesurée en laboratoire, on met l'appareil dans une chambre d'essai, on injecte des polluants dans la chambre d'essai,
on regarde ce qu'on retrouve en sortie de la chambre d'essai, effectivement, il y a une baisse des polluants. Par contre, on ne met pas en jeu les mêmes concentrations de polluants en laboratoire que dans la vraie vie. On n'a pas les mêmes écoulements dans les pièces. Et ce qui est sorti des études de l'ANSES, c'est qu'il n'y a aucune efficacité prouvée de ces types d'appareils. Et même pour les appareils de type filtration particulière, où c'est juste de l'air qui est aspiré à un filtre, l'ANSES ne se prononce pas non plus sur une efficacité réelle de ce genre de produit en conditions d'utilisation réelle. Après, je pense que le choix d'installation de produits de type filtre, juste pour faire de la filtration particulière, ça peut éventuellement être intéressant dans des situations d'épidémie. Peut-être que pour le Covid, et encore, disons que excusez-moi, je m'embrouille un peu. Disons que avant de parler épurateur, il faut ouvrir les fenêtres, ventiler plus. Ça, c'est important. Ensuite, l'efficacité de ces épurateurs, elle est loin d'être prouvée. Et elle pourrait éventuellement avoir un impact sur les particules, les fils de particules, pour ce qui est maladie. Mais ça reste encore à prouver et ce n'est pas encore prouvé. Donc nous, à RPI de la Loire, on est plutôt réticents à conseiller l'utilisation de ce type d'appareil, d'épurateur d'air, quel qu'il soit. Okay. Merci Guillaume. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. Je vous laisse quelques instants si vraiment il y a quelque chose que vous auriez souhaité voir abordé. En fait, le problème aussi des épurateurs et de la mesure, c'est aussi la question du besoin, moi je trouve. C'est que il y a beaucoup une publicité qui est assez agressive des fabricants de microcapteurs ou des gens qui font des fabricants de microcapteurs, des fabricants d'épurateurs d'air pour que tout le monde s'équipe et mesure à tout prix son air intérieur, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément une nécessité. C'est une nécessité si ça devient une nécessité si on s'aperçoit qu'on a des symptômes qui pourraient être liés à une occupation du logement, ce qu'on appelle le syndrome du bâtiment malsain. Dans ce cas-là, oui, on peut pouvoir commencer à se poser des questions et éventuellement à mesurer la qualité de l'air. Mais je trouve que la mesure et l'épuration à tout prix, bien souvent, dans 99% des cas, elle n'est pas fondée. Il n'y a pas de besoin qui la commande. Dans un sens, c'est plutôt rassurant. Ouais. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, nous allons clore ce webinaire. Merci beaucoup, Guillaume. Vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation que lundi, parce que je ne peux pas vous l'envoyer demain. Le support tu posais la question sera en ligne ainsi que le replay sur notre site internet d'ici quelques semaines. Merci encore à toi, Guillaume, et je vous souhaite à tous et à chacun une bonne soirée.